Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes chers équilibristes. Avant de vous parler de l'épisode du jour, je vous parle d'une nouveauté dans les équilibristes. Je vous ai déjà parlé il y a quelques temps de mon envie de trouver des sponsors pour le podcast. J'ai pris mon temps parce que je voulais que le premier partenariat ait du sens, que la marque choisie ait des valeurs qui résonnent avec celles des équilibristes, avec la même énergie, les mêmes convictions. Et puis je voulais mettre en avant des services et produits qui m'avaient convaincue et qui vous parlent, qui vous apportent quelque chose. C'est dans le coworking où je travaille, celui de Marine, que vous avez entendu dans l'épisode 52, que j'ai rencontré Laure Lagarde, dont l'histoire, la démarche et la générosité m'ont tout de suite plu. En 2019, après plus de 10 ans à travailler dans des entreprises du secteur de l'aéronautique, sur des fonctions de gestion de projet, d'achat et de développement de produits, Laure a quitté son poste pour lancer sa boutique e-commerce de linge de lit en soie. La marque s'appelle Emily's Pillow, vous la connaissez peut-être. Son entreprise s'est développée de manière fulgurante, grâce à une méthode qu'elle a mise au point en se servant des leviers du digital. Son succès est tel qu'elle a décidé de mettre cette expertise au service de l'accompagnement des créateurs et créatrices de marques qui se lancent. Laure les aide à vivre de leur passion en construisant un business rentable. Son accompagnement comprend une partie formation en ligne dans laquelle elle enseigne sa méthode, actionnable tout de suite, et une dizaine d'heures de coaching personnalisé pour rentrer dans les détails spécifiques de votre projet. Laure, c'est une entrepreneure passionnée qui a à cœur d'aider les belles histoires de marques à décoller sans budget de développement et sans sacrifier leur marge. C'est vraiment une alliée incroyable pour les solopreneurs, au talent immense mais qui jonglent avec 1000 casquettes et peinent à faire décoller leur CA. En résumé, si vous êtes une marque digitale qui souhaite développer son CA rapidement, je ne peux que vous recommander de faire un tour sur son compte Instagram Dear Digital Stories, donc DEARDIGITALSTORIES, pour en découvrir davantage. Et c'est aussi là que vous trouverez le lien pour réserver un audit gratuit de 30 minutes de votre marque. Allez, place maintenant à l'épisode du jour. Il y a quelques temps, j'ai vu le film Woman, co-réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand, portrait de 2000 femmes interviewées dans plus de 50 pays à travers le monde. Dire que ce film est bouleversant, c'est peu de choses. C'est un concentré d'humanité, de sororité, de force, de violence, d'humour, de douceur. Un superbe film que je vous recommande chaleureusement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Anastasia pour parler de son film, Woman. Ce qui l'a poussée à devenir journaliste, à avoir envie de mettre en lumière les histoires des personnes qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas ailleurs. La manière dont elle et son équipe s'y sont prises pour créer les conditions pour recueillir cette parole si forte des femmes, si unique et qui se font en même temps tellement écho. Nous avons parlé de la manière dont les combats pour les femmes doivent se mener dans l'intimité autant qu'au niveau social, politique et culturel. Et puis nous avons aussi parlé d'elle, de son ambition, de son enfance et son impact sur la femme qu'elle est devenue. Nous avons parlé de la manière dont la maternité s'est insérée dans sa vie et de la manière dont elle fait ses choix. Un superbe échange sur ce que ça veut dire que d'être une femme aux multiples facettes qui ont toutes besoin d'exister. Bonne écoute, mes chers équilibristes. Bonjour Anastasia. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer, ravie de te recevoir dans le podcast. Les équilibristes, c'est un podcast qui parle de la conjugaison de toutes les facettes de nos vies. Et j'aime bien commencer par partir très en arrière, parler d'Anastasia petite fille et de savoir d'une part à quoi tu rêvais, qu'est-ce qui était important pour toi, et puis dans quel environnement tu as grandi, dans quel contexte. Alors, je suis née dans un pays qui n'existe plus, l'URSS, et c'est sûr que ça conditionne forcément déjà en partie votre vie. Déjà, c'était un pays qui était très renfermé sur lui-même, donc jusqu'à ce que j'ai 10 ou 11 ans, on ne pouvait pas voyager, en dehors de l'URSS en tout cas, et du coup, voilà, c'était une culture qui ne voyait pas forcément les autres cultures. Et ce qui est fou, c'est que mes parents, qui eux, ont vraiment vécu une bonne partie de leur vie là-dedans,
ils ont voulu m'envoyer à l'étranger dès que ça a été possible. Ouais. Donc, dès que les frontières ont été ouvertes, donc j'avais à peine 11 ans, ils m'ont envoyé à l'étranger en disant, mais il faut que tu vois le monde, il faut que tu rencontres d'autres gens, il faut que tu vois comment eux ont l'habitude de vivre, quelles sont leurs cultures, etc. Et du coup, comme ça, à partir de 11 ans, j'ai voyagé dans le monde entier, toute seule, parfois avec des groupes d'enfants, etc., en faisant des échanges d'enfants. Et je pense que ça a évidemment joué un rôle énorme dans ma façon de voir les choses. Et du coup, quand j'ai eu mon bac, j'ai terminé le lycée, ça a été évident que je ne pouvais pas juste rester chez moi, dans ma ville, à vivre cette vie. J'avais envie, en fait, d'aller voir le monde, d'aller à la rencontre des autres et et aussi, moi, de me confronter à d'autres cultures. Et du coup, j'ai d'abord vécu en Angleterre, puis je suis venue m'installer en France et c'est ici, finalement, que j'ai trouvé mon deuxième chez moi. Mais même si je suis basée en France, je passe une bonne partie de ma vie, depuis 20 ans, à voyager partout dans le monde en faisant mes films. Et je pense que ça, c'est aussi lié à mon enfance et à cette ouverture d'esprit que mes parents ont eu l'intelligence de me donner. Ouais. Et du coup, comment t'es arrivée à dédier, parce que ta vie professionnelle, il y a quand même un fil conducteur, c'est de mettre en lumière et en valeur les histoires des gens, histoires des gens à travers le monde. Comment t'en es arrivée à cette envie-là, à avoir envie de dédier ta vie à ça? Ça paraît tellement, comme on le dit, ça paraît énorme. Alors écoute, donc ça aussi c'est lié, je pense, en partie à mon enfance. Donc je suis née en Ukraine, je suis d'origine ukrainienne et quand j'avais 6 ans, il y a eu l'explosion dans une ville qui s'appelle Tchernobyl et ça a joué un rôle énorme sur toutes nos vies. Et ce qui est fou, c'est que c'est un peu comme avec la Covid actuellement. On savait que quelque chose d'énorme venait de se produire, mais le gouvernement ne disait pas exactement ce que c'était, était dépassé en fait aussi par la situation et on sentait bien que c'était grave, mais personne ne savait exactement pourquoi, comment, etc. Et donc on vivait dans cette inconscience un peu à moitié consciente, tu vois, et les gens parlaient, mais sans savoir exactement ce qui était en train de se produire. Et moi, mon papa est tombé malade suite aux conséquences de cette explosion et il en est mort. Et encore une fois, ça n'a jamais été reconnu. Ça n'a jamais été dit publiquement. Parce que toutes ces maladies qui ont suivi, évidemment, l'explosion, ça a été le hasard, tu vois, comme en France, quoi. Le nuage, il est passé à côté, puis il a fait le détour parce que la France, c'est un pays trop chouette, tu vois. Voilà, c'était un peu pareil. L'explosion a eu lieu à 200 km de notre ville. Et pourtant, non, toutes ces maladies, c'est un hasard. Et moi, déjà, à l'époque, ça m'avait frappée. Je me suis dit, oulala, il y a beaucoup de choses que les adultes ne nous disent pas. Il y a beaucoup de choses qui restent cachées. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on ne veut pas dire ces choses-là ? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à les cacher, etc. Alors que ça fait du mal à tout le monde. Et très tôt, j'ai eu conscience de ça et je me suis dit, moi, je ferai quelque chose de ma vie qui va mettre en lumière tous ces sujets qu'on cache. Et je ne savais pas encore quoi. Et progressivement, je suis arrivée à ce métier de journaliste et puis de réalisatrice de films. Et en faisant ce métier très, très vite, j'ai compris que moi, ce qui me passionnait là-dedans, c'était les gens. Et c'était les histoires des êtres humains et surtout de ceux qui ne sont jamais dans la lumière, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias. Et moi, j'étais amoureuse de toutes ces personnes. Je me suis dit, mais elles méritent tellement, en fait, d'être dans la lumière. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire des films. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films. Et après, il y a eu une rencontre qui a été déterminante dans ma vie. C'est la rencontre avec Yann Arthus-Bertrand, qui m'a permis aussi de faire des films à une très, très grande échelle. Et voilà, qui touchent le monde entier, qui sont vus par des dizaines de millions de personnes. Ça, c'est sûr que c'est aussi en partie grâce à sa notoriété, à notre collaboration. Mais en tout cas, cette envie d'aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas dans la lumière et de leur donner une visibilité, c'est arrivé très tôt, oui. Justement, je voudrais que parmi tout ce que tu as fait ou réalisé, j'aimerais qu'on s'attarde sur Woman, qui est le dernier film que tu as co-réalisé avec Yann Arthus-Bertrand, qui a donné la parole à 2000 femmes dans plus de 50 pays à travers le monde pour parler d'elles. Ce qui est fou dans le film, c'est le safe space que tu réussis à créer avec ces femmes, enfin que toi et l'équipe réussissez à créer avec ces femmes. Et je me demandais à chaque fois, mais est-ce qu'elles étaient à l'aise parce qu'elles parlent de sujets extrêmement intimes ? Il y a même des moments, il y en a une à un moment qui parle d'avortement et qui commence par dire non, j'ai pas avorté, puis finalement elle se reprend d'ici. Et je me dis, comment est-ce qu'on crée ce niveau-là de sécurité pour que les gens se disent c'est ok, je peux y aller, je peux raconter ça. Comment t'as fait ça ? Alors déjà pour commencer, oui, c'est important de dire que je ne l'ai pas fait toute seule, on ne l'a pas fait à deux avec Anne, on avait toute une équipe. Et d'ailleurs, les interviews ont été faites par
que par des femmes. Et c'est quelque chose dont on était d'accord avec Yann dès le départ. Voilà, vu l'intimité dans laquelle on était avec les femmes, c'était impossible pour la plupart d'entre elles de se confier à un homme. Et du coup, on s'est dit, OK, Yann, il va s'occuper plutôt de la partie artistique. On va regarder les entretiens ensemble, mais ce sont que les femmes qui vont les réaliser. Et du coup, j'avais une équipe de 5 journalistes, toutes formidables, qui parlaient toutes des langues différentes. Une qui parlait espagnol, l'autre qui parlait russe, l'autre qui parlait arabe, etc. Et chacune avait fait plusieurs centaines d'entretiens. Et on avait travaillé vraiment en équipe pendant les 2 années de tournage pour justement se poser cette question. Comment on crée ce safe space, comme tu dis? Comment on fait en sorte que ces femmes qui pour la plupart n'ont jamais raconté toutes ces choses-là, puissent le faire et justement puissent aussi le faire sans le regretter, sans avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui leur a échappé et puis d'un coup c'est trop tard et voilà, elles l'ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc. Mais au contraire, en faisant en sorte qu'elles soient fières de faire partie de ce projet et qu'à la fin elles se disent « Waouh, quand je vois le film, je me dis « Mais quel bonheur de faire partie de ce film-là, tu vois. » Et ça nous a pris beaucoup de temps. Et je dirais, si je devais vraiment simplifier ou le plus, je dirais qu'il y a 2 clés à notre travail. C'est le temps et la patience. Et elles sont vraiment liées. Parce que déjà, il faut savoir que voilà, dans le film, on a décidé on a utilisé des centaines de témoignages et on entend les femmes parler pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes maximum. Mais il faut savoir que ce sont des entretiens extrêmement longs. Et à chaque fois, on passait entre 2 et 3 heures avec chacune de ces femmes et parfois une journée entière avec elles à discuter, à préparer, à juste passer du temps ensemble. Et voilà, et quand on garde ces moments extrêmement forts, et évidemment qu'on ne posait pas ces questions tout de suite. Évidemment que tu ne peux pas arriver devant une femme et lui dire au bout de 10 minutes de conversation « Ah, tu as vécu le viol, tu as envie d'en parler ?» Ou « Et ton premier orgasme, c'était sympa, bon, on ne se connaît pas, mais vas-y, raconte-le. » tu vois. C'est impossible. Justement, il faut le temps pour créer la confiance. Et on prenait ce temps-là. Et après, on avait ce qu'on appelle aussi des fixeuses, donc des journalistes locales qui ont travaillé dans chacun des pays où on a travaillé, où on a tourné, et elles ont préparé les tournages pendant des mois et des mois en amont. Pour que justement, et d'ailleurs c'est drôle parce que souvent, c'est des journalistes professionnels, donc souvent quand elles commençaient, elles me disaient « Mais c'est quoi le casting? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et moi je leur disais « Mais je déteste ce mot le casting, déjà, commence pas comme ça. » Donc elles me disaient « Mais d'accord, mais j'ai besoin de comprendre quel genre de femme. Plutôt âgée, plutôt jeune, les deux. Plutôt ville ou campagne, les deux. Plutôt éduquée ou plutôt peut-être voilà, des femmes plus simples, etc. Tout ça. » Bon, ok, mais en fait, je commence où? Comment je fais, tu vois? Et pour nous, c'était essentiel de leur faire comprendre que c'était pas là-dedans, en fait, que le casting, si on peut le dire, devait se faire, que c'était plutôt de trouver des femmes qui étaient prêtes à parler devant la caméra, parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire et n'est pas capable de le faire et qui, encore plus important, étaient prêtes à assumer ce qu'elles allaient raconter une fois que des millions de personnes allaient le voir. Et pour nous, en fait, ça a été un moment très important et c'est quelque chose qu'on a gardé en tête tout le long de la production parce que justement, il y a beaucoup d'interviews où les femmes venaient pour raconter une chose et avec la confiance, on finit par raconter complètement d'autres choses et même des choses qu'elles n'ont jamais racontées à personne. Et moi, je voulais qu'elles gardent en tête que oui, là, on est comme nous toutes les deux, tu vois, aujourd'hui, on est dans un studio, il fait noir, on est juste dans une intimité, mais des millions de personnes vont le voir. Il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier. Et donc, je leur disais toujours, et les journalistes de l'équipe le faisaient aussi, en fait, réfléchis et tu peux changer d'avis. Tu as totalement droit de changer d'avis dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an même, parce que le film a pris plus de 4 ans en tout à se faire. Et du coup, c'est normal et on ne t'en voudra pas, au contraire. Et tu sais, sur les 2000 entretiens qu'on a réalisés à travers le monde, il y a peut-être 15 femmes qui ont changé d'avis. Donc, quand on dit que les femmes sont prêtes, elles le sont vraiment. Et la plupart, au contraire, me disaient, mais tu sais quoi? Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu le sentiment d'être vraiment écoutée, que j'ai eu le sentiment de vraiment exister. Moi, à part entière, pas juste en tant que victime de ceci ou cela, pas juste en tant que femme qui a réussi telle ou telle chose dans la vie extraordinaire, pas juste en tant que mère, dans toute la complexité de ce que je suis. Et rien que pour ça, merci. Je ne sais pas si je ferai partie ou non de ce film, mais pour moi, ça restera comme un moment important de ma vie. Et pour moi, en tant que réalisatrice, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus, tu vois? C'est le plus beau cadeau et la plus belle chose qu'on puisse entendre. Ça fait des frissons de t'entendre parler de ça. Et c'est intéressant parce que je t'ai entendu beaucoup en interview dire que la question qu'on te posait souvent, c'était comment tu fais pour te protéger et que tu t'expliquais que c'était l'inverse, qu'il avait fallu que tu apprennes à ne pas te protéger. J'aimerais bien que tu nous parles de ça parce qu'elle donne énormément
Et toi aussi, tu donnes énormément au final quand tu es face à elle. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose dont on me parle souvent. Et beaucoup de journalistes, en fait, me demandent, en me disant, mais tu vois, moi aussi, j'ai tendance parfois à partager des émotions, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et tu sais, dans les écoles de journalisme, on apprend aux journalistes de cacher tes émotions, d'être dans ce rapport très neutre avec les gens. Et apparemment, c'est ça, être un bon journaliste. C'est de garder la distance, c'est d'être toujours dans ce truc plutôt d'analyse, etc. Et jamais dans un rapport direct. Moi, je trouve que c'est bullshit, tout ça. Moi, justement, en faisant les films que j'ai faits, je suis arrivée, et ça a été aussi progressif pour moi, je suis arrivée à la conclusion que si tu es devant quelqu'un qui te fait confiance avec des choses dont elles n'ont jamais parlé, encore une fois, à personne, et qui t'ouvre son cœur, qui t'ouvre son âme, et toi, tu es en face à te dire « Ouh là 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 là, attends, c'est trop fort pour moi, c'est trop difficile à gérer. Bon, ok, je l'écoute, je lui pose mes questions, et puis je rentre chez moi le soir, je vais boire une bière, tu vois, hop, suivante. » Mais c'est impossible, parce que déjà, la première chose, la personne en face, elle va le comprendre, elle va le ressentir, et donc elle va rien te donner. Si toi, tu ne donnes rien, pourquoi elle devrait te donner quelque chose? Et puis la deuxième chose, c'est que quand c'est tellement fort, mais nous aussi, on est des êtres humains, pourquoi on doit le cacher? Pourquoi on doit en avoir honte? Et c'est pas parce que tu es journaliste que tu n'es plus une femme, que tu ne ressens pas ce que la femme en face de toi ressent. Et donc moi, j'ai toujours dit, toutes les journalistes qui travaillaient avec moi, la première chose que je leur disais, oubliez que vous êtes journaliste. Vous êtes des êtres humains et vous allez partager des moments de vie. Ce ne sont pas des interviews, ce sont des moments de vie que vous allez vivre avec toutes ces femmes à travers le monde. Et il faut que vous les viviez aussi. Et c'est comme ça que ça va vous transformer. C'est pas juste si vous faites votre métier, c'est si vous allez vraiment participer et le vivre à fond. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que moi, j'envisage les choses. Et c'est vraiment ce qu'on reçoit aussi en tant que spectateur. C'est il y a une force qui se dégage. Tu vois, le terme sororité, il est toujours un petit peu abstrait, je trouve. Et là, il y a une espèce de... On se sent fier de ces femmes. C'est quand même très curieux. On ne les connaît pas. Elles ont des destins qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Et on se sent fier d'elles. C'est assez fou ce que vous avez créé. Et c'est drôle d'ailleurs que tu parles de sororité. L'autre jour, on a fait une projection avec des scolaires. Il y avait des collégiens, des lycéens, 10 classes différentes. C'était génial. Et on a parlé beaucoup après. Et il y avait un prof, un homme, qui m'a dit « Oui, mais il y a un terme tellement important. Il y a 2 termes que vous utilisez quasi pas dans le film. Le terme de féminisme et le terme de sororité. Alors qu'ils sont essentiels. Pourquoi vous n'en parlez pas ?» Et moi, je lui ai répondu « Mais on n'en parle pas parce que tout le film parle de ça. » En fait, tout le film n'est que ça. Ouais. Il n'est que féministe et n'est que plein, rempli de sororité. Et j'espère que sans besoin de le nommer, on le ressent tout le long du film. Et ben, ça me fait très plaisir ce que tu dis, puisque j'ai l'impression que oui, c'est le cas. Ah ouais, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Et puis, tu vois, on l'a regardé avec mon mari, ce film, et on n'arrêtait pas de mettre sur pause et de discuter, et de dire, tu vois, de penser à des situations qu'on avait vécues. C'est absolument bouleversant ce que vous avez fait. Et je trouve que ce qui est fort, c'est ce travail sur l'intime, ce lien entre l'intime et le politique ou le social, ou le mot qu'on veut mettre dessus, quoi. Et je me demande toujours, tu vois, comment les deux peuvent s'imbriquer. Est-ce que les combats, on les mène à l'échelle intime et à l'échelle plus vaste? Est-ce que ces combats-là menés dans l'intimité, justement, ils ont cette résonance-là? Qu'est-ce que tu as pu constater? Alors, c'est intéressant parce que, justement, avec mon co-réalisateur, Yann Arthus Bertrand, on n'était pas forcément d'accord là-dessus. Yann a toujours tendance à dire, et c'est sur tous les sujets, voilà, par exemple, il dit, on a les dirigeants qu'on mérite. Et quelque part, on se retrouve avec des gens au pouvoir qu'on décide de mettre en place, ou par inertie, par non-choix, etc. Mais en tout cas, ils ne sont pas là par hasard, c'est aussi les conséquences de nos actes. Et donc, souvent, il disait, ce sont des choix personnels qui sont essentiels avant tout. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et moi, je pense que non, qu'il y a vraiment les deux. Qu'il y a un parcours à mettre en avant et qu'il y a des histoires singulières, personnelles et qui sont toutes uniques. Et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer, qu'il n'y a pas 2 femmes qui peuvent te raconter la même histoire avec les mêmes mots, que chaque histoire est unique. Et d'ailleurs, on m'a demandé souvent, mais t'en avais pas marre au bout d'un moment avec toutes ces milliers de femmes, etc., à les écouter la même chose. Mais en fait, ce n'est jamais la même chose. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a quand même des problématiques qui sont vraiment communes. Et on se rend aussi compte qu'il y a des pays qui arrivent
va mettre en place des schémas éducatifs, politiques, sociaux, etc., qui font en sorte que ces problématiques sont mieux traitées, avancent plus vite, etc. Alors, c'est parfait nulle part. Hein. Je n'ai pas encore vu un pays où je me suis dit « Ah, ouais, génial, tout est réglé ». Non, ça n'existe pas encore, en tout cas. Mais il y a des pays où on sentait que sur certaines questions, ils étaient beaucoup plus avancés parce que justement, politiquement, socialement, etc., il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ça, on a beau dire que oui, c'est aussi des cheminements personnels, c'est aussi... Non, il y a des choses qu'on peut mettre en place dès le plus jeune âge. Il y a aussi des choses qu'on peut accompagner, etc., pour faire changer les mentalités. Même si les gens continuent à croire ça, c'est comme la peine de mort. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu peux aller contre le peuple. Même si dans les sondages, le peuple dit non, et 20 ans plus tard, tu refais le même sondage, les gens ont complètement changé d'avis. Parce qu'il y a aussi des impulsions à donner dans la société. Et quand on parle de certains sujets qui touchent les femmes, quand on voit que dans les gouvernements, c'est quand même encore beaucoup les hommes qui votent des choses pour les femmes, à un moment donné, c'est pas possible. S'il n'y a pas de parité déjà à ce niveau-là, ces questions-là ne seront jamais réglées. Et au-delà même de la parité homme-femme, il y a des questions qui doivent devenir prioritaires parce qu'elles nous concernent toutes. C'est pas parce que c'est dans la sphère du privé, en fait, que ça ne concerne pas, tu vois, les politiques publiques. Et voilà, donc moi, je pense que c'est vraiment des choses qui sont liées. Et tu vois, ça me met un peu en colère parce que je trouve que responsabilité tout le temps, juste responsabiliser tout le temps les individus, c'est un peu trop facile. Ouais. Et dans ce que tu dis, il y a beaucoup cette idée d'impulsion. Il y a une idée de design. Et dans le film, je trouve que c'est fou. Et puis en t'entendant aussi dans d'autres interviews, le travail que vous avez fait pour façonner les messages que vous vouliez faire passer. Je t'ai entendu dire que si vous aviez laissé... en proportion des conversations que vous avez eues, le film aurait été composé à 70% d'histoires de violence. C'est terrible. Hein. C'était terrible, fou d'entendre ça. C'est terrible. Et en fait, tu sais, moi, ça fait quand même plus de 15 ans que je fais ce métier, que j'ai fait des films justement basés sur des récits, beaucoup de femmes. Et je savais que les violences faites aux femmes, c'était un gros sujet, qu'un peu partout, c'était encore très problématique, etc. Mais très sincèrement, Sandra, je ne me rendais pas compte du tout à quel point c'était un énorme sujet et à quel point ça reste incroyable, en fait. Et tu sais... le nombre de fois où on se retrouvait face à des femmes qu'on venait voir pour une chose, parce qu'elles étaient à la tête d'une entreprise, parce qu'elles avaient réussi telle chose, parce qu'elles avaient réussi à marier la maternité avec leur travail, parce qu'elles avaient créé quelque chose d'extraordinaire. Et elles finissaient par nous parler des violences qu'elles avaient subies, soit dans leur enfance, soit dans la rue, soit au travail, soit avec leur conjoint. Et je me suis dit, mais partout, tout le temps, toutes les catégories sociales, une femme générale de l'armée américaine, mais tellement puissante, tellement dingue, qui finit par me dire qu'en fait, il y a encore 2 ans, c'était une femme battue et qu'elle a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et tu te dis, mais cette femme qui a été au combat, comment ça se fait? Et en fait... Quand on dit aujourd'hui, oh là là, maintenant, on entend trop parler des violences faites aux femmes, etc. Moi, avec l'expérience que j'ai vécue avec ce film, je dis clairement, on en parle toujours pas assez. Et ce qui me rend dingue, mais vraiment dingue, c'est à quel point on a encore honte, en fait, de faire face. Et à quel point on est encore à se dire, mais est-ce que ça, c'est le bon endroit pour en parler? Et moi, je veux bien mettre moins l'accent, mais ça veut pas du tout dire que ça sert à moins la réalité, que c'est moins la réalité au sein de votre entreprise, parce que quand on dit que c'est une femme sur 3, c'est dans toutes les entreprises, dans tous les milieux et dans tous les pays. Donc, à un moment donné, tant qu'on ne voudra pas faire face à ça et tant qu'on ne voudra pas l'accepter et ne plus avoir honte de tout ça, ça ne changera pas. Ouais. Et justement, comment est-ce que vous avez, avec tous les témoignages que vous aviez, je vous ai imaginé face à une montagne de c'est exactement ça. C'était une montagne. de rush. Et comment vous avez réussi à faire le tri? Écoute, ça a été le moment le plus difficile. Ça a été d'avoir 2000 témoignages et chacune de ces femmes, finalement, avait quelque chose d'extraordinaire à partager. Elles étaient toutes intéressantes d'une façon ou d'une autre. Et te dire comment, à partir de là, tu arrives à faire une sélection et un choix. Pourquoi une telle plutôt qu'une telle? Pourquoi cette histoire plutôt que celle-là, etc. Et je me souviens, on avait fait une première version avec Yann, on avait 2 monteuses, pareil que des femmes, formidables, qui nous ont accompagnées. Et au bout de 2 mois, cette version était prête, elle faisait 9 heures.
Et moi et Yann, on était trop contents. Je me souviens, on s'est retrouvés, on l'a regardé, là, les 9h, et on s'est dit, c'est génial, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout, il n'y a pas tous les témoignages, mais il y a quand même tous ceux qui nous paraissent vraiment essentiels. Il y a tous les pays, il y a tous les thèmes, il y a tout ce qu'il faut. Et après, on a appelé notre distributeur, on lui a montré le film. Déjà, quand il a vu la durée avant même de regarder, il nous a regardé un peu genre, et puis il a regardé le film et il a dit, mais du coup, vous voulez le sortir au cinéma? Oui. D'accord, vous avez vu déjà des films de 9h au cinéma? Non, mais il faut pas avoir peur, il faut oser. Il faut oser. Et on dit, il faut oser. Donc, on fait une séance par jour, du coup. Oui, mais bon, tu vois, on pourrait réfléchir. Bon, non, on va pas réfléchir, il faut couper le film, il faut arriver à 2h. Quoi? 2h? Et là, tu vois, on a mis 2 mois pour faire cette première version. Ça nous a pris 10 mois supplémentaires pour couper, en fait, et arriver à une version de 2h. Et c'était sans fin. C'est-à-dire qu'on coupait, on disait, bon, là, c'est trop long, on coupe. Après, on réécoutait, on disait, oui, mais il y avait aussi cette autre femme qui a raconté ça. Attends, on va la remettre, elle. Et puis, une journaliste passait par là et dit, mais attends, mais il y a cette histoire qui est dingue. Pourquoi vous l'avez pas mise? Ah oui, t'as raison. Et après, non, mais attends, il y avait celle-là, mais elle était extraordinaire. Tu vas pas me dire que tu as coupé. Non, c'est vrai, t'as raison, on va la remettre. Et puis, hop, 5h à nouveau. Ah bon, il faut couper. Heureusement que le film a été pris au Festival international de Venise, à la Mostra de Venise, pour son avant-première mondiale. Bon, avec des gens, tu vois, il y avait Brad Pitt qui montrait son film juste avant, Meryl Streep juste après. On se dit, oui, c'est quand même chouette de pouvoir présenter son film dans ces conditions-là. Donc, il faut qu'il soit terminé. Parce que je pense que si c'était pas le cas, on serait encore en montage. En plus, il y a eu la Covid après, tu vois. On s'est dit, oui, tout le temps qu'on aurait eu. Donc, heureusement qu'il y a eu ça. Du coup, ça nous a poussé quand même à faire un choix définitif. Et si je dois dire quel a été peut-être le truc qui nous a été le plus important, c'était de se dire, même s'il y a une seule femme qui parle dans le film d'un sujet, elle va parler au nom des centaines d'autres qui nous ont raconté des choses similaires, avec leurs mots, évidemment, et du coup, elles vont se reconnaître dans cette histoire. Et c'est comme ça qu'on a fait la sélection finale, en se disant, OK, tant que toutes ces femmes qui nous ont fait confiance vont se reconnaître, ça sera gagné. Et j'espère que ça sera le cas. Ouais. Il y a... Je t'ai entendu, et Yann Arthus Bertrand aussi, dire qu'il était question d'un film sur les hommes, sur la parole intime des hommes. Oui. Parce que c'est vrai que cette parole intime des hommes, on ne l'entend pas du tout. Non. Et c'est vrai, en fait, c'est pendant le montage que ça nous est venu. On s'est dit, tiens, et qu'est-ce qu'un homme dirait sur tel ou tel sujet ? Et comment un homme réagirait face à telle ou telle situation? La parole publique des hommes, on l'a beaucoup, même parfois un peu trop. La parole privée, quasi jamais. Jamais on entend les hommes parler de ce que la paternité a changé pour eux, de leur rapport au corps, apparemment de perdre les cheveux, c'est tout un truc. Pour les hommes, tu vois, j'ai découvert ça récemment. Jamais ils parlent de leur sexualité et de ce que ça veut dire aussi d'assurer en tant qu'homme, de la responsabilité énorme d'être ce père de famille qu'on attend au tournant, qui doit ça, etc. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, on les entend jamais. Et on s'est dit, tiens, justement, dans cette époque où les choses changent énormément, où on est en train de bouger et où les normes changent, ça serait très intéressant d'entendre les hommes là-dessus. Après, on avait presque commencé à préparer un peu le film avec Yann, et puis il y a eu la pandémie, et nous, on fait des films qui se passent partout dans le monde avec des dizaines de nationalités différentes, et on nous a proposé de le faire sur Zoom, mais je ne pense pas qu'on puisse faire nos interviews sur Zoom. Et du coup, on a mis ce projet en stand-by pour le moment. On attend de voir comment la situation va évoluer. Et on espère qu'à un moment donné, à nouveau, le monde va s'ouvrir et on pourra voyager comme avant, ou en tout cas, à nouveau voyager. Et du coup, on pourra faire ce film. Mais pour le moment, on a été quand même obligé de le mettre un petit peu en stand-by. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que votre intuition, elle est très, très, très juste et très, très forte. C'est pour ça que j'aime bien interviewer aussi des hommes dans les équilibristes, parce qu'effectivement, on les interroge jamais là-dessus. Et je pense que tant qu'on les interroge pas là-dessus, on pourra pas faire de la place aux femmes ailleurs. T'as annoncé ce week-end que tu as été nominée à l'Académie des Césars. Qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça va changer pour toi? Bon, je pense que dans l'absolu, ça va rien changer pour moi. Mais ce qui était chouette, en tout cas dans tout ça, c'est que donc normalement, tu rentres à l'Académie des Césars quand ton film a été primé. Et moi, j'ai plusieurs amis dont les films ont été primés, qui font partie, etc. Et j'ai toujours été très admirative de ça. C'est aussi peut-être la petite Ukrainienne qui vient moi et qui, tu vois, quelque part a démarré ici toute seule, sans aucune connexion, à qui on a beaucoup dit au début, mais attends, mais tu sais que le milieu de cinéma en France, c'est un milieu extrêmement fermé, c'est un entre-soi, et comment tu imagines réussir dans la vie, et réussir dans ce milieu-là. Et finalement, tu vois, d'être là 20 ans plus tard et d'avoir l'Académie
familles qui te contactent elles-mêmes, alors que justement notre film a été présélectionné mais n'a pas été primé. Et ce qui est chouette, c'est que dans leurs lettres, ils m'ont dit qu'ils voulaient justement plus de parité aujourd'hui, plus de voix féminines, plus de voix différentes, et que du coup, ils trouvaient que ma voix faisait partie de ces nouvelles voix. Et je n'ai jamais, tu vois, je n'ai pas postulé, je n'ai jamais même approché qui que ce soit, et qu'ils viennent à moi, je me suis dit, bah tiens, tu vois, quand on dit que c'est impossible, quand on dit que dans ces milieux-là, c'est trop fermé, bah voilà, je suis peut-être l'exemple qu'il faut jamais laisser tomber, qu'il faut pas baisser les bras. Alors je dis pas que c'est simple, qu'il faut, c'est un 2 temps 3 mouvements que ça va se faire, mais quelque part, quand ils m'ont contacté, je me suis dit ça, je me suis dit, mais c'est possible, en fait, tout est possible, et la reconnaissance, elle peut venir parfois à des moments où on l'attend absolument pas, et par des gens enfin, tu vois, où on n'imagine pas du tout. Et ça, c'est très chouette. Ouais. Pour moi, mais aussi pour toutes les autres femmes, parce que je connais beaucoup de jeunes femmes réalisatrices qui, justement, passent aujourd'hui par les mêmes doutes par lesquels moi je suis passée à un moment donné, qui se disent, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que les histoires que j'ai envie de raconter intéressent quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va me faire confiance, en fait? Et du coup, voilà, j'ai envie de leur dire, regardez, oui, aujourd'hui, vos voix existent et vous existez. J'aimerais qu'on parle de toi encore un peu plus et qu'on parle de la notion d'ambition. Tu partages souvent à quel point l'ambition, c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais. Et ce terme, il est à définir. Il veut dire ce qu'on veut lui mettre dedans. Et j'aimerais bien avoir ta définition de l'ambition. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être ambitieuse? C'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieuse et on peut dire aussi carriériste. Pour moi, très jeune, je me suis dit, mais j'ai envie de faire... Si je fais des films, j'ai envie de faire des films qui vont rester, qui vont marquer les gens, qui vont être vus par des millions de personnes. J'avais cette ambition-là, par exemple professionnelle. Et je me suis pas dit, peu importe en fait qui deviennent. Et je connais plein de gens qui disent, tu vois, moi à partir du moment où le film existe, c'est déjà tellement chouette, etc. Je me demande pas, etc. Quelle vie il va avoir. Non, moi j'avais cette ambition. Je me suis dit, bah non, j'ai pas envie juste qu'il existe. J'ai envie qu'il soit vu, qu'il soit compris, tu vois, etc. Et du coup, je me suis toujours dit, ok, il faut que je mette en place des choses pour arriver là. Ouais. Et c'est fou à quel point, quand tu es une femme et que tu dis ça, et en plus j'étais assez jeune, c'est pas forcément vu comme une bonne chose. Hein. Tu vois, on peut te faire très vite sentir que, mais dis donc, c'est qui c'est là, et pourquoi, et comment, etc. Et du coup, moi, je me suis dit, bah non, justement, je ne vais pas transiger là-dessus, et je ne vais pas essayer de me réduire au rôle qu'on veut me donner. Parce que très souvent, je me suis retrouvée face à des producteurs hommes qui voulaient me protéger, comme il disait. Et il me disait, mais tu sais, c'est pour te protéger qu'on ne veut pas te donner trop de responsabilités. C'est pour te protéger qu'on ne va pas tout de suite te donner tel poste, telle opportunité, etc. Et moi, je n'avais pas besoin qu'ils me protègent. Hein. J'ai déjà des parents qui m'ont très bien protégée dans ma vie. Et puis, j'étais déjà adulte, tu vois. Et donc, très souvent, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, je suis partie alors que j'étais dans des équipes où tout le monde me disait, mais c'est formidable, tu fais déjà des choses formidables. Et moi, je suis partie en cours de route en me disant, ben non, j'ai l'ambition de faire plus de choses, j'ai l'ambition d'aller plus loin. Et je pense qu'après, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui ont vu et compris mon ambition et qui, pour le coup, eux, m'ont donné la possibilité de l'exprimer. Et voilà, Yann Arthus Bertrand fait partie de ces gens-là, mais aussi un autre journaliste qui s'appelle Jeanne-Marie Montali, avec qui je travaillais au Figaro magazine quand j'étais plus jeune, pareil, qui très jeunes ont vu en moi pas seulement l'ambition vide, tu vois, mais aussi la capacité de porter des projets, etc., qui m'ont permis de le faire. Et je les remercie, je ne saurais jamais les remercier assez, parce que je pense que justement, c'est aussi très important, et je me rends compte aujourd'hui, tu vois, je vais avoir 40 ans dans pas très longtemps, là j'ai 39 ans, et je me rends compte à quel point d'avoir des role models et d'avoir des gens qui t'ouvrent les portes et qui croient en toi et qui te montrent que c'est possible est essentiel. Et justement, j'espère qu'aujourd'hui, par mon exemple, et c'est pas prétentieux en fait de ma part pour dire oh je suis tellement formidable, j'ai réussi. C'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais c'est juste de dire il faut pas avoir peur de ses ambitions en tant que femme. Mais si tu savais le nombre de fois où j'ai été à travers le monde et les femmes me disaient mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi que tu viens voir? Pourquoi c'est moi que tu as choisi? Mais tu sais, ma copine est tellement plus intelligente, ma collègue est tellement plus incroyable, tu devrais aller les interviewer elles. Et moi,
temps que j'ai passé à leur dire mais non, toi tu es génial, toi aussi arrête de douter. Et ben moi j'espère qu'en voyant un petit peu peut-être de temps en temps ou en m'écoutant et en voyant mon exemple, d'autres femmes vont se dire mais il faut pas avoir peur de nos ambitions. Il faut arrêter en fait d'être dans ce rôle où on nous diminue tout le temps, etc. Et voilà, et ça c'est peut-être au niveau professionnel. Et après au niveau personnel, j'ai toujours eu l'ambition de me dire que c'était possible justement en tant que femme d'accomplir des grandes choses professionnellement et d'avoir une vie de couple et d'avoir une vie de famille. Mais j'ai toujours su que j'aurais un enfant seulement si je suis avec quelqu'un qui sera là à mes côtés plus qu'à mes côtés pour m'accompagner. Parce que moi, j'ai jamais eu d'illusion sur ce que ça voulait dire, en fait, d'être maman et de travailler, de marier, tout ça. Assez tôt, j'ai compris, en fait, ce que ça voulait dire, parce que, voilà, j'ai vu ma mère, j'ai vu d'autres femmes se débrouiller seules, et je comprends ce que ça implique. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de vivre tout ça pleinement. J'ai envie d'avoir cette vie multifacette, mais j'ai envie de le faire sans le subir. Donc, c'est très important de le faire à un moment donné que j'aurais choisi et avec la personne que j'aurais choisie. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse parce que c'est exactement ce qui se passe pour le moment, en tout cas, dans ma vie. Voilà, je suis mariée avec l'homme l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie. Et j'ai eu un bébé il y a 1 an. Ouais. Voilà. Ouais. Et comment est-ce que l'arrivée de ce petit bébé a changé ou pas tes ambitions et ta définition de l'ambition? Comment ça a rebattu les cartes pour toi? Alors, ça n'a absolument rien changé à mes ambitions, mais par contre, ça a tout changé à ma vie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc forcément que ça rebattit les cartes. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de faire des films qui vont porter des messages très forts, qui vont avoir une visibilité très forte, qui vont marquer les esprits, etc. Et d'ailleurs, voilà, les projets sur lesquels je travaille, là, en ce moment, c'est un peu toujours dans ce sens-là. Mais par contre, là où avant, je pouvais partir en tournage pendant 3 semaines non-stop avec mon chéri et partager tout ça ensemble, parce qu'il est caméraman, et vivre tous ces voyages extraordinaires, etc. Bon, là, il est parti en tournage 3 semaines au Mexique. Non, hein, ça, je peux pas dire « Ah oui, youpi, badaboum, on va y aller ensemble ». Ça demande une vraie organisation. Voilà, en plus, notre bébé, il est encore petit. Et en fait, forcément, ça demande une vraie réflexion sur comment tu imagines ta vie d'après. Parce que, encore une fois, si tu réfléchis pas, si tu mets pas en place les choses, tu peux très, très vite finir par la subir. Encore plus quand tu es une femme. Parce que malgré tout, la société fait tout pour que quand tu deviens maman, très vite, on te dise voilà ce qu'il faut faire en tant que mère. Voilà les règles que tu dois suivre. Et peut-être que ce ne sont pas du tout les règles que toi, tu as envie de suivre. Mais si tu ne prends pas le temps et tu ne mets pas l'énergie pour établir tes propres règles, très, très vite, tu te retrouves aspiré là-dedans. Et voilà, et justement, moi, je me suis dit, justement, mes ambitions n'ont pas changé. Comment je peux adapter cette nouvelle vie et ce nouveau rôle de maman à ma vie aussi de femme réalisatrice et quel juste milieu on peut trouver, etc. Et il y a des envies que je n'ai plus, justement, je n'ai plus envie de partir à l'autre bout du monde tout le temps. Je n'imagine pas ma vie où je vois mon enfant 1 fois par mois, tu vois, etc. Voilà, tout ça, je ne l'envisage plus. Et ça, c'est seulement quand tu as un enfant que tu comprends tout ça. Et du coup, tu réfléchis en fonction de cette nouvelle réalité, forcément. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu viens de partager. Mais cette dernière notion c'est des choses que tu ne comprends que quand tu deviens mère. Je crois que dans une interview, tu disais que Yann Arthus Bertrand te disait souvent ça tu comprendras quand tu seras mère. Ça, c'est le genre alors c'était dans un autre oui, lui il le disait dans une autre optique parce que du coup oui, je me souviens, c'était l'un des sujets quand même importants dans le film concerne la maternité et il y avait des témoignages justement dans le film qu'on a récolté à travers le monde des femmes qui disaient qu'à partir du moment où elles sont devenues mamans, ça a pris le dessus sur tout le reste. Et Yann me disait tout le temps, et moi je disais, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je trouve que justement, ça prend le dessus sur tout le reste quand tu te retrouves dépassée en fait par la situation et quand tu n'as plus le contrôle et quand tu ne sais plus qui tu es en tant que femme, en tant qu'être humain. Et du coup, tu deviens juste maman. Et après, il y a peut-être des femmes qui s'accomplissent là-dedans. Ça, je dis pas l'inverse. Mais par contre, je pense que c'est pas naturel pour une femme
de le vivre comme ça, Oui. ou pour toutes les femmes de le vivre comme ça. Et lui me disait, mais ça, tu le dis parce que tu n'as pas d'enfant. Tu verras quand tu auras un enfant, ça, on en reparlera. Ça va être totalement différent. Moi, j'ai 3 fils. Je vois bien ma femme, elle était comme ci, comme ça, etc. Faut pas voir. Et du coup, on a eu beaucoup de discussions. Mais après, on a une relation quasi familiale avec Yann. Donc, tu vois, on peut s'engueuler, ça se rabibiocher, etc. sur plein de sujets. Mais en tout cas, on a beaucoup parlé de tout ça. Et c'est drôle parce que justement, à partir du moment où j'ai eu mon fils, il m'a dit très vite, il m'a dit, alors, t'as compris? Et je lui ai dit, j'ai compris que tu avais tort. et c'est vrai qu'en fait, encore une fois, évidemment que les choses changent, évidemment que tout est bousculé, mais justement, d'autant plus, il est essentiel en fait, de te rappeler qui tu es toi au fond de toi, et à un moment donné, de te retrouver face à toi-même, pas seulement en tant que maman, en fait, mais toi en tant que toi, et te dire, mais avant d'avoir cet enfant et avant de me retrouver dans les couches, avant de me retrouver dans les je sais pas quoi, tu vois, faire à manger, aller faire la promenade, le récupérer chez la nounou, faire ci, faire ça. En fait, c'était quoi mes centres d'intérêt? C'était quoi mes passions? C'était quoi les choses que j'avais envie de faire, etc. Et est-ce qu'elles ont disparu, vraiment? Et si elles n'ont pas disparu, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elles fassent toujours partie de ma vie? Et voilà. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qu'on doit garder en tête en tant que maman. Et souvent, la société n'est pas forcément là pour nous aider. Et les hommes ne sont pas forcément tous compréhensifs de ça, parce que je pense qu'encore une fois, il y a encore beaucoup d'entre nous qui sommes dans une certaine idée véhiculée, en fait, depuis longtemps, de ce que la maternité doit être. Et du coup, il y a plein de gens qui s'enferment dans cette idée-là, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'encore une fois, si ce sont des schémas qui sont installés depuis des décennies, des centaines d'années, on ne peut pas les défaire en quelques années seulement, tu vois, par une baguette magique. Hein. Ouais. Ça demande du temps. Ouais, et justement, est-ce que c'est quelque chose, parce qu'il y a quand même des sujets très universels que moi je vois revenir dans mes échanges dans le podcast, et je me demande si ce sont des sujets universels aussi à l'échelle du monde. Je le vois sur certains pays que j'étudie de près, mais tu vois, les sujets de tiraillement entre la carrière et les rôles, le rôle maternel, l'oubli de soi, ce que tu viens de décrire, voilà, la culpabilité, le truc, tu as l'impression que ton enfant naît et on te dit, tiens, voilà aussi ta culpabilité maternelle. Est-ce que ça, c'est des sujets que tu as vus aussi s'exprimer dans les entretiens que tu as pu mener? Oui, dans la plupart des pays, finalement, les femmes se retrouvent face aux mêmes problématiques. Et encore une fois, ce qui est différent, c'est la manière dont c'est géré par la société et culturellement, et aussi par les politiques qui sont mises en place. C'est-à-dire que dans certains pays, culturellement, par exemple, c'est normal qu'un enfant soit davantage livré à lui-même. Tu vois, dans certains pays d'Afrique, c'est pas du tout vu comme une mauvaise chose, le fait que les enfants puissent jouer entre eux sans forcément tout le temps qu'on s'occupe d'eux, sans forcément tout le temps qu'on leur dise quoi faire, qu'on les accompagne en tant qu'adultes, sans forcément que ça soit cadré, etc. Voilà, ça c'est culturel. Il y a des pays où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour le partage des tâches ménagères, et du coup ça change forcément la donne, où par exemple le congé parental est beaucoup plus long, et ce sont les 2 parents qui décident comment le mettre en place, qui tu vois va rester plus longtemps, moins longtemps, etc. Et c'est pas juste les 2 semaines ou je sais plus quoi là, tu vois, qu'on nous donne, genre quel cadeau du ciel, merci beaucoup. Et voilà, donc tout ça joue en fait sur la manière dont les choses vont se passer, mais les ressentis des femmes sont très similaires d'un pays à l'autre. Et j'ai aussi vu beaucoup de femmes quand même batailler souvent seules, en fait, face à tout ça. Et heureusement que c'est en train de changer, mais je dirais que c'est en train de changer. Je dirais pas que ça a changé. Voilà, c'est vraiment en train de changer. Par contre, l'autre chose qui est aussi très universelle et qui est très chouette, c'est qu'on avait une question qui était sur le moment le plus heureux de votre vie. Et je dirais que 98% des personnes qu'on a interviewées à travers le monde nous ont dit que c'était au moment où ils ont eu leur enfant. Et donc, je pense que si dans toutes les cultures et au-delà de tout ce qu'on peut vivre et comment on le vit, etc., c'est quand même une telle majorité, c'est que même si, évidemment, je pense que socialement, c'est aussi quelque chose qui est important à dire quand tu as des enfants, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a forcément quelque chose d'assez universel qui nous unit dans le fait de procréer, et d'un coup, ça nous ramène à un état presque sauvage, instinctif, en fait, des choses qu'on maîtrise pas, on maîtrise plus, et on est dans des vies où on a peut-être trop l'habitude de maîtriser tout. Et là, quand tu as un enfant, tu maîtrises plus rien. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez commun, je pense, à nous toutes. C'est beau, ça. Je veux revenir sur quelque chose que tu as un petit peu évoqué, mais moi, plus je parle à mes invités EES surtout, plus je me rends compte que le fond du sujet, c'est quand même l'amour de soi quand on devient mère. Et que c'est ça qui... Mais le vrai amour de soi, pas le truc un peu
bisounours ou guimauve, tu vois, d'aller au spa une fois par mois. Le vrai amour de soi, d'être capable de se défendre soi-même, d'être de son propre côté. Tu vois, je suis de mon côté. Et que c'est ça qui aide justement à garder le cap, de garder le fil de qui on est, et de ce qui est important pour soi, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi, ça ? Bien sûr, mais c'est exactement, ça rejoint, hein, tu as raison, ça rejoint ce que je viens de te dire aussi sur, tu vois, sur mon ambition, sur le fait de ne pas s'oublier dans la maternité, de ne fait de pas les autres aussi, de laisser les autres te dicter comment tu dois vivre et beaucoup trop souvent, les femmes en fait se retrouvent avec trop de conseils, trop d'avis, trop de gens qui ont envie de te dire comment vivre ta vie, etc. Et du coup, je me dis, tu vois, si toi, déjà, tu n'as pas cet amour de soi et tu n'as pas cette assurance intérieure qui te dit, mais je sais qui je suis, je sais ce que je fais et voilà, et je sais où aller, bah, tu peux très, très vite être déstabilisé. Et le nombre de femmes que j'ai entendues, mais aussi des amies, hein, et des femmes que j'ai entendues à travers le monde me dire que, du coup, pour elles, justement, à travers la maternité, tout ça a été tellement violent que du coup, elles ont très, très mal vécu les premières années parce qu'en fait, elles ont été dépassées parce qu'elles ne savaient plus qui écouter, elles ne savaient plus qui elles étaient. Et oui, mais parce que je pense que ce travail-là, il doit être fait en amont. Et tu dois te poser beaucoup de questions avant. Enfin, en tout cas, il faut essayer de se les poser quand on a la possibilité pour justement, quand ta vie est totalement chamboulée, et la maternité va la chambouler, hein, que tu le souhaites ou pas, justement, qu'après les premiers mois de folie, tu arrives à te retrouver parce que tu sais qui tu es. Et oui, je pense que cet amour de soi, il est essentiel et qu'on ne nous l'apprend pas assez parce que justement, quand on est petite fille, au contraire, en fait, très souvent, on t'apprend à douter, on te dit encore aujourd'hui que, ben voilà, ça, c'est pas fait pour, toi, tu devrais pas, etc., etc. Et très souvent, toutes ces peurs, et en fait, de toutes les manières, je me suis rendu compte à travers les milliers d'entretiens que j'ai réalisés que tout ce qu'on est, à 90% vient de notre enfance. Et on a beau, enfin tu sais, quand on fait les psychanalyses, c'est ce qui se passe, hein, on va aller chercher très très loin et on a beau dire que voilà, on se construit au fur et à mesure, etc. Il y a quand même des bases qui nous ont données dans notre enfance qui sont essentielles dans ce qu'on est par la suite. Et du coup, moi, la plupart des femmes que j'ai interviewées, par exemple, qui ont réussi professionnellement des choses très impressionnantes, bah, quasi toutes m'ont dit qu'elles ont été soutenues et poussées par leurs parents. Et je me suis dit, c'est quand même pas un hasard si toutes ces femmes qui ont réussi ont eu le soutien de leurs parents. Et moi, par exemple, c'est pareil. Moi, j'ai eu une mère qui, toute ma vie, m'a dit, mais attends, mais tu es la plus intelligente, tu es la plus talentueuse, mais regarde dans la pièce, tu vois quelqu'un de meilleur que toi. Ah non, moi non, je vois pas. Et à chaque fois que je doutais, à chaque fois que moi, je me disais, mais je sais pas si je suis légitime ou quoi, parce qu'il y a forcément des périodes où on passe toutes par là, elle me disait, mais t'es folle, mais attends, mais t'es tellement extraordinaire, mais réussi, déjà regarde ce que tu as réussi, etc. Tu vas aller encore plus loin et tout. Et en fait, d'avoir ces paroles-là, d'avoir ce soutien-là tout le temps, tu vois, derrière, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et si aujourd'hui je suis là où je suis, je pense que c'est aussi en grande partie grâce à ça. Et donc, j'ai envie de dire à tous les parents, n'hésitez pas à dire à vos enfants qui sont merveilleux et à les soutenir. Tu vois, quand on dit souvent, est-ce que ça va pas faire des enfants gâtés et tout, je pense qu'on dit jamais trop qu'on aime notre enfant et qu'il est merveilleux et qu'il peut réussir et qu'il ne doit pas avoir peur. Enfin, c'est jamais trop, en fait. Je ne vois pas en quoi ça serait des enfants gâtés. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et juste un dernier truc sur l'amour de soi. Il y a un moment dans Woman, le témoignage de cette femme qui a perdu son mari et qui explique la difficulté à... Virginie. Voilà. C'était incroyable. C'est une femme que je connais bien. Et en fait, on a fait cet entretien justement comme on la connaissait avec Yann. C'était quelques mois seulement après le décès de son mari. Et c'était encore très, très vif. Elle n'avait encore pas du tout digéré tout ce qui s'était passé. Et il est parti très soudainement. Et c'est vrai que ce moment où elle dit qu'en fait, elle s'est toujours aimée, elle s'est toujours vue à travers ses yeux à lui. Et elle s'est toujours aimée parce que lui l'aimait. Et à partir du moment où il n'a plus été là, elle a commencé à se détester. Et c'est terrible, en fait. C'est terrible. Parce que pour une femme, quelque part, c'est terrible parce que ça veut dire que tu n'arrives pas à t'aimer
par toi-même et que c'est seulement à travers le regard de l'autre. Mais tu imagines la limite de ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, si c'est toujours à travers les yeux des autres, mais tu n'es qu'en attente, en fait, toujours de quelque chose. Et c'est très, très difficile. Et en même temps, je pense, moi, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus me voir en me parlant de ce témoignage. Ce témoignage bouleverse les hommes parce que d'un coup, ça leur permet de prendre conscience aussi de ce que ça peut, en fait, vouloir dire pour une femme d'être vraiment aimée et de ce qu'elles attendent en fait dans une relation et de tout ce qu'elles mettent dans une relation et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas du tout conscients de ça, que l'image qu'ils renvoient aux femmes, à leurs femmes est quelque chose de primordial pour elles et essentiel pour elles. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit waouh, mais maintenant je ferai beaucoup plus attention en fait à la manière dont j'envisage tout ça avec ma femme, etc. Et donc du coup c'est deux lectures complètement différentes, mais c'est vrai que ce témoignage il est fort et il est important. Ouais, il est important, ouais. Et toi justement, comment est-ce que tu continues depuis la naissance de ton petit à prendre soin de toi et à prioriser ce qui est important pour toi aussi? Comment tu fais? Alors oui, c'est pas toujours évident. Hein. Je vais pas te dire comment je trouvais la potion magique qui fait que bam bam bam, tout est réglé. Donc c'est un travail de tous les jours, n'est-ce pas? Mais moi, par exemple, à peine un mois après que mon bébé soit né, j'ai besoin, tu vois, de retravailler. J'ai besoin, voilà, le film était bon. Après, il y a eu la pandémie, etc. C'était entre deux confinements, mais quand même, voilà, le film était sorti. On a fait beaucoup de projections, on avait fait beaucoup de débats, beaucoup de choses à la télévision, beaucoup de choses avec des médias, beaucoup de conférences, beaucoup de choses pour accompagner le film, des festivals. Et moi, très vite, j'ai besoin en fait, de retourner dans tout ça et de retourner pour faire fonctionner mon cerveau. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas être juste cette femme qui change les couches, qui le couche, qui lui donne le sein. Enfin, tu vois, je ne suis pas un robot. Mon cerveau a besoin de fonctionner. Et ça a été très chouette parce que justement, mon mari a été très compréhensif face à tout ça et tout de suite m'a épaulé, m'a beaucoup aidé parce que c'est aussi une question d'organisation. C'est que quand tu as un bébé, tu as beau dire je veux faire ci, faire ça, et à un moment donné, c'est physiquement, il faut que ça soit possible. Et donc, voilà, ça a été vraiment un travail de couple aussi, de se dire, OK, maintenant, dans la première année, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que chacun continue à exister aussi en tant qu'être humain, en tant qu'individu, au-delà de son rôle de papa ou de maman. Comment on peut organiser notre temps. Et tu vois, juste avant de commencer notre entretien, tu me disais que voilà, souvent on parle d'organisation et du fait que plus rien ne se fait par hasard, plus rien n'arrive comme ça de façon spontanée, etc. C'est vrai, hein, certainement dans les premières années, il y a beaucoup moins de spontanéité, etc. Mais en même temps, c'est essentiel de garder voilà, toutes ces choses qui sont importantes pour chacun et ou pour vous deux. Et du coup, il faut les organiser. Et donc, c'est beaucoup ce qu'on a fait dans cette première année. Et après, voilà, c'est aussi à chaque étape, en fait, tu te poses des nouvelles questions. Tu dis là, maintenant, il a 1 an, j'ai envie qu'il se socialise avec d'autres enfants. Bon, voilà, il commence à aller chez la nounou avec d'autres enfants. Ça libère du temps pour nous, etc. On peut envisager les choses différemment. Là, tu vois, les tournages reprennent. Mon mari est reparti à un tournage à l'étranger pendant 3 semaines. C'est encore une autre organisation. Mais c'est vraiment une question d'organisation et de réflexion. Et je pense que c'est vraiment très important d'essayer d'envisager tout ça et d'y penser en amont. Et en même temps, j'ai envie de te dire aussi parfois de lâcher prise. Parce que moi, je suis un peu un freak control, tu vois. Moi, j'aime bien un control freak plutôt. J'aime bien, dans ma vie, tout contrôler. Et jusqu'à devenir maman, j'ai toujours eu l'habitude d'être, mais vraiment dans un truc de... Je sais à la minute près ce qui doit se passer, comment ça doit se passer, qu'est-ce que j'en attends, etc. Et du coup, c'est vrai qu'au début, il y a eu des moments où j'ai été déstabilisée par la maternité parce qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler. Voilà, tu peux t'organiser, tu peux faire attention, mais il y a des choses qui te dépassent complètement. Et voilà, quand ton enfant tombe malade, t'as beau avoir des projets, des machins, des trucs, il est malade, il est pas bien et plus rien n'existe en fait. Tu veux trouver des solutions, etc. Il y a plein des choses comme ça qui se passent. Et du coup, c'est aussi ça que ça m'a appris en fait, que ça continue à m'apprendre, que c'est aussi des moments où il faut lâcher prise complètement et on peut pas tout contrôler dans la vie, on peut pas, on peut pas se dire que c'est seulement à nous de décider. C'est une nouvelle vie à 3, donc on est tous les 3 maintenant à décider. Donc notre bébé aussi décide. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je voudrais te poser une question que je crois que tu aimes bien poser toi, que tu aimais bien poser dans tes interviews. Ouais. C'est quoi le bonheur pour toi ? Oh, ça c'est une question tellement vaste.
Mais c'est vrai que c'est une question qui est importante. Parce que je pense que si on n'y réfléchit pas, mais comme beaucoup de choses, Ouais. tu vois, on peut encore une fois très vite se retrouver dépassé en fait un petit peu par nos vies et aller subir encore une fois et encore plus quand on est une femme parce qu'il y a tellement de responsabilités pendant tellement de trucs à gérer au quotidien que franchement le bonheur, si on n'y pense pas justement, tu vois, voilà. Et du coup, je dirais que ça a été peut-être des choses différentes au fur et à mesure. C'est-à-dire que voilà, professionnellement, pour moi, le bonheur, c'est d'être capable de donner la voix aux autres et d'être peut-être ce moyen qui arrive à faire passer les messages tellement importants et à les faire entendre. Ça, tu vois, quand on a eu notre avant-première à Venise et il y avait 2000 personnes dans la salle, et il y avait plusieurs femmes qu'on avait interviewées qui étaient là avec nous. Et pour moi, c'est elles. Mais tu vois, il y avait Brad Pitt, comme je disais avant, et Meryl Streep après. Mais moi, c'est elles, les stars de mon film. Et quand il y a eu cette standing ovation qui a duré plus de 10 minutes à la fin, et quand je les ai vues et les larmes dans leurs yeux, et de se dire, OK, en fait, tout ça existe vraiment et nos paroles ont été entendues, on a été comprises, etc. Ça a été un moment de bonheur que j'oublierai jamais. Jamais. Parce que de me dire, voilà, que tout ça, ça a été un combat, ça a été difficile, on a eu plein de, tu vois, des moments de doute, d'hésitation, des obstacles, comme nous tous dans la vie, et de vivre ce moment-là, tu te dis, OK, en fait, c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui va rester. Voilà, ça c'est très important. Et peut-être après, personnellement, c'est justement de me dire que j'ai réussi à vivre jusqu'à là une vie où j'ai l'impression que je n'ai pas eu beaucoup à subir. Je n'ai pas souvent subi ma vie. Tu vois, la plupart du temps, j'ai fait des choix que j'ai assumés, qui étaient bons ou pas bons, mais qui étaient mes choix. Et que du coup, je suis la personne qui a un peu tu vois, imaginé ma vie. Et je trouve ça très chouette, en fait, quand je réfléchis. Parce que voilà, je vais avoir 40 ans l'année prochaine et de me dire d'avoir passé 40 ans de vie à vivre comme moi, je souhaitais, à faire des choix que moi, je souhaitais, sans que ça soit dicté par les autres, ça, c'est pour moi peut-être une définition du bonheur. C'est beau. Et j'ai une dernière question qui est ma question rituelle. C'est de savoir de quoi tu es fière. C'est un peu la fin, tu vois. Voilà, là, ça fait peut-être je pense que oui, je pense que c'est en partie, voilà, elle est la même chose. Et après, je suis aussi très fière de me dire, alors moi, j'ai toujours pensé que j'aurais une fille. Si j'ai un enfant. Je me suis dit, on se projette toujours, je ne sais pas pourquoi, on se projette toujours dans un enfant. Et donc moi, je m'étais toujours dit qu'évidemment que ça serait une fille, parce que moi, je voyais comment je serais la maman d'une fille. Et je voyais ce qu'on ferait ensemble, je voyais ce que je voudrais lui véhiculer, ce que je voulais faire, comment j'allais l'éduquer, tout ça, j'avais déjà imaginé, compris dans mon truc de control freak, tu vois, qui imagine sa vie avant même que tout ça arrive 10 ans avant. Moi, j'avais les prénoms pour mes enfants, ça fait 12 ans, tu vois, que je les ai en tête. Donc, quand je suis tombée enceinte, mon mari dit non mais quand même ça fait 12 ans, on peut peut-être proposer autre chose, peut-être tu vois, on peut peut-être changer de mais pourquoi non je vois pas ah bon non mais d'ailleurs on n'a pas changé et en fait c'est drôle comme quoi la vie est pleine de surprises. Donc j'ai eu un garçon et quand j'ai su que c'était un garçon, ça m'a fait un choc pendant 2 secondes et demie et après à partir du moment où c'est ton enfant, tu vois, tu te dis quelle différence. Et quelque part, bon, il a qu'1 an, mais je me dis, tu vois, je suis très fière d'être la maman d'un garçon parce que je pense que et de justement de déjà commencer à lui donner une certaine éducation et j'ai déjà en tête, tu vois, l'éducation que j'aimerais lui donner et tout ce que j'aimerais lui faire comprendre en fait voilà, sur le monde et sur nous tous hein. Et du coup je me dis justement, je pense que le changement passera évidemment par les femmes, parce qu'on est plus de la moitié de l'humanité. Et à un moment donné, il faut qu'on arrête de se comporter en minorité, comme si justement rien ne dépendait de nous. Ça m'insupporte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi de nous. Et si à un moment donné, on se réunissait tout ensemble, un peu comme on fait aujourd'hui, en faisant des choses ensemble, en rendant des femmes plus visibles, en leur donnant la parole de façon différente, en entendant des discours différents, etc. Déjà, ça changerait beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, c'est quand même aussi beaucoup par un changement de mentalité chez les hommes. Et je pense qu'il faut commencer très très tôt. Donc moi, j'ai commencé à
Même pas un an. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Et donc, j'en suis très fière. Non, mais en fait, c'est même pas ce que je lui dis, mais tu vois, je me dis, par exemple, moi, j'ai décidé de pas l'habiller de façon un peu binaire, tu vois, genre les couleurs qui sont attribuées aux filles et aux garçons. J'ai décidé de pas lui acheter que des petites voitures parce que c'est un garçon, il faut qu'il joue avec les petites voitures. J'ai décidé de, par exemple, quand on parle de sa vie d'après, très souvent, mais je vois les gens sans faire attention, même mes parents, tu vois, ou nos proches disent, quand il sera comme il est tellement beau, toutes les filles vont être à ses pieds, mais qu'est-ce qu'on décide à sa place déjà maintenant? Qui va aimer des filles et pourquoi on le projette déjà dans un certain type de relation, etc. Et voilà, j'essaie de faire attention à tout ça en me disant j'aimerais que son horizon soit le plus ouvert possible et qu'en même temps il ait conscience des choses, de ce que ça veut dire, tu vois, d'être un garçon et de toute de la multitude de choses que ça peut vouloir dire. Et du coup, je pense que c'est aussi comme ça qu'on va créer le changement. C'est pas en disant il faut que tu respectes les femmes, attention. Mais non, c'est en faisant en sorte qu'en fait cette question ne se pose même pas, que ça soit inné, que ça soit naturel et que ça soit des choses qui sont déjà tellement acquises que justement, tu n'as même pas besoin de le verbaliser. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Bon. Merci Anastasia. Merci à toi. Merci pour ton travail et puis merci pour ton partage aujourd'hui. C'était j'espère. Je sais pas si j'ai plutôt l'habitude de parler de mon travail davantage. Là, j'ai partagé des choses personnelles. Je ne sais pas si ça va résonner avec les personnes qui écoutent ton podcast, mais en tout cas, je trouve ton idée très très chouette et bravo. Merci à toi. Merci. Merci Anastasia pour ton travail si essentiel et merci de nous avoir aussi parlé de toi. Merci aussi à Laure pour ta confiance à être la première sponsor du podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Les Équilibristes, alors je voulais vous redire ma gratitude et ma joie à vous accueillir dans ces épisodes. Merci d'être là, merci de vos messages et de nos échanges qui nous font tous et toutes avancer. Si vous en avez envie, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Merci d'avance. Je vous prépare en coulisses de bien belles surprises et nouveautés, alors restez dans mes parages. Je vous en reparle plus en détail très bientôt. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, prenez bien soin de vous les amis.